Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on démarre. Tout d'abord, merci de votre présence. Je suis ravie de voir votre intérêt pour cette table ronde. Donc, comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui vraiment confrontés à des défis qui sont complexes, qui sont interdépendants. Et la transition dans les domaines de l'énergie, de l'environnement bâti, de l'infrastructure font vraiment partie de ces défis. Mais nous sommes aussi convaincus qu'elles font vraiment partie aussi de la solution. Et c'est pour cette raison qu'Énergie FR a souhaité renouveler sa collaboration avec Espace Gruyère, avec le Salon Énergissima, pour vous proposer toute une série de tables rondes qui abordent certains de ces enjeux. C'est aussi pour cette raison que nous avons choisi un format interactif, c'est-à-dire que nous aurons une série de présentations assez brèves qui seront suivies par un moment en fait, de discussion, de questions-réponses. Donc vous aurez vraiment la possibilité d'échanger avec les intervenants, les intervenantes, de poser vos questions, de partager aussi vos réflexions avec toutes les personnes présentes. Et en plus, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Jonas Schneider qui va animer la discussion, donc nous nous réjouissons beaucoup. Par ailleurs, la conférence va être annoncée. C'est parfait. Bon. Voilà. Comme ça, vous savez si vous êtes à la bonne place. Par ailleurs, la conférence sera aussi filmée. Donc, si vous souhaitez par la suite la revoir ou la transmettre à des collègues, n'hésitez pas non plus, elle sera mise à disposition. Donc, cet après-midi, nous allons parler de l'évolution du réseau électrique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de nouvelles formes de production d'électricité décentralisée, il y a des nouvelles habitudes de consommation qui apparaissent dans le contexte de la transition énergétique et que ces modifications, ces évolutions mettent aussi sous pression les réseaux de distribution. Nous n'allons pas rentrer dans les détails maintenant dans le mode accueil, mais parmi ces tendances, on peut mentionner par exemple la multiplication des pompes à chaleur, des installations photovoltaïques, la mobilité électrique, etc., etc., ainsi que l'évolution de tout le contexte légal autour de ces questions. Une des réponses à ces défis peut se trouver vraiment dans une gestion optimisée, dans une gestion intelligente en fait de la charge. Et dans ce sens, tous ces compteurs qu'on appelle intelligents, combinés vraiment aux outils offerts par la science des données, peuvent offrir une réponse. Et ceci implique évidemment aussi une coordination et une formation de tous les acteurs concernés autour de ces outils. Pour en parler aujourd'hui, donc nous accueillons des représentants de l'OFEN, de Groupe E, de la commune d'Yverdon-les-Bains, de l'HESSO et de l'entreprise Clémap, qui vont vous parler vraiment de manière concrète de certains de ces enjeux, de certains de ces défis et aussi de certaines de ces solutions. En particulier, c'est M. Roduit qui va vous en parler, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Il va aussi vous présenter le projet Exposition de l'HESSO. C'est un projet phare qui réunit 4 hautes écoles, Fribourg, Genève, Vaud et Valais, autour de ces questions. Donc je ne vais pas en dire plus maintenant, je vais laisser le suspense. Donc je passe juste la parole à M. Michel de Swiss Engineering, qui est partenaire de cette conférence et que je remercie pour la collaboration. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Énergie FR de nous donner la possibilité de présenter Swiss Engineering, puisque je suis le vice-président de l'association Swiss Engineering du groupement UTE, c'est-à-dire Technique environnementale et énergie. Swiss Engineering, vous le savez certainement, comprend plus de 10 000 membres, ingénieurs, aussi architectes, dans tous les domaines de l'ingénierie. Et le groupement UTE, qui a plus que 500 membres, très actif maintenant en Suisse romande, ce qui n'était pas le cas ces dernières années, s'intéresse à toutes les techniques environnementales, techniques énergétiques, avec un accent particulier aussi sur la place de l'humain dans ces techniques. Donc voilà, je remercie encore une fois Énergie FR et j'ai le plaisir d'annoncer notre animateur vedette, Jonas Schneider, que j'ai eu l'occasion de voir à plusieurs occasions et qui, comme vous le savez, est aussi l'animateur des beaux parleurs tous les dimanches matins. Alors, je vous encourage de suivre cette émission qui est toujours très intéressante. Jonas. Merci pour la pub. Merci beaucoup. Je propose qu'on vous applaudisse. Merci.
Je suis très intéressé et un peu excité par notre discussion parce que j'ai l'impression que les enjeux sont tels et sont tellement au cœur de ce qu'on nous dit dans le discours médiatique, dans le discours politique sur la transition énergétique, que je me réjouis de discuter de ça en détail. Et je vous encourage vraiment à garder vos questions pour la fin. Donc ça va se passer comme ça. Vous allez avoir 5 pitchs, donc des présentations qui vont durer à peu près 5-10 minutes. Et puis ensuite, on aura une partie de table ronde dans laquelle je vais beaucoup vous impliquer. Le but, c'est que vous puissiez avoir des réactions et des questions à tout ce que vous entendez. La première personne à monter sur scène qui va nous faire un peu un état des lieux, poser les enjeux, c'est Denis Pétrenet, qui est spécialiste réseau à l'Office fédéral de l'énergie. Je vous propose de l'applaudir. La présentation... Okay. Très bien, mesdames et messieurs, la Suisse s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de manière à atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050. Pour pouvoir atteindre cet objectif, nous avons besoin d'une production d'énergie à base de sources renouvelables, mais également d'un réseau électrique qui permette de transporter et distribuer cette énergie de manière fiable, économique, ce qui représente un défi pour la branche, comme il a été dit en introduction. Si l'on regarde les perspectives énergétiques 2050 de la Confédération, en regardant la consommation, on voit que l'on a une augmentation de la consommation d'ici à 2050 d'à peu près une vingtaine %. Ceci est dû essentiellement aux véhicules électriques ainsi qu'aux pompes à chaleur, et ce, malgré une augmentation de l'efficacité énergétique. Ce 20% d'énergie en plus devra être transporté par le réseau électrique jusqu'au consommateur final. Le réseau devra donc être dimensionné en conséquence. Si on regarde maintenant la croissance de la production, les centrales nucléaires vont arriver en fin de vie et devront être remplacées de plus en plus par des sources d'énergie renouvelables. La partie photovoltaïque va prendre une grande part dans cette production. Donc, on aura également une vingtaine % en plus. Maintenant, si on parle de l'énergie, on parle de 20%, mais si on parle de la puissance, on aura une augmentation de 140% de la puissance électrique installée. Ceci est dû au fait qu'une centrale photovoltaïque, 1 kW de photovoltaïque produit à peu près 1000 kWh par an d'électricité. Si on prend une centrale en ruban, on produit à peu près 7000. Donc il faudra beaucoup plus de puissance pour produire la même quantité d'énergie. Un défi supplémentaire, c'est que jusqu'à présent, on a beaucoup de grosses centrales électriques qui injectent leur énergie dans le réseau haute et très haute tension. Maintenant, on aura de plus en plus, les consommateurs deviennent producteurs, plus d'énergie qui sera injectée à partir du réseau basse tension et moyenne tension. Ce réseau devra donc évoluer et accepter d'être aussi de gérer cette puissance produite en plus. Si on parle de saisonnalité, les centrales non réglables, donc on parle de centrales au fil de l'eau, de centrales photovoltaïques, il y a une certaine saisonnalité maintenant. Donc on a plus d'énergie produite en été et moins en hiver. Cette saisonnalité va augmenter jusqu'en 2050 en ayant une part beaucoup plus grande en été qu'en hiver. La prévisibilité aussi de la production d'énergie deviendra de plus en plus difficile. Bien qu'on ait fait de gros progrès là-dessus, une centrale photovoltaïque ne produit pas la même chose aujourd'hui que demain ou après-demain. Ceci évidemment en fonction de l'ensoleillement. Donc, chaque groupe bilan, chaque société électrique doit prévoir sa production et sa consommation au quart d'heure près. Cette prévisibilité est un challenge. Maintenant, j'ai assez parlé de challenge. Concentrons-nous un petit peu sur les solutions, parce qu'elles existent. La première solution, c'est la flexibilité. Donc, on aimerait
éviter de devoir dimensionner le réseau électrique sur sa pointe absolue. Donc le jour, on ne veut pas dimensionner un réseau pour le jour où la charge est la plus élevée pendant l'année. Le réseau a des pointes, il faudra arriver à lisser ces pointes et à dimensionner le réseau pour une charge qui est plus basse. Ceci pour éviter des coûts inutiles avec un réseau qui soit la majorité du temps chargé. Un exemple que j'ai pris ici, c'est l'électromobilité. Si on prend une borne de charge, la charge moyenne d'une borne de charge 11 kW, ce sont les wallbox que l'on trouve dans tous les garages. On remarque, si l'on ne fait rien, si l'on ne gère pas la charge, que l'on aura une pointe entre 5h et 7h le soir. C'est lorsque les gens rentrent à la maison, ils branchent leur voiture électrique sur la borne, il y a une pointe de charge. Maintenant, en se disant qu'une voiture roule à peu près 40 km par jour, ça fait à peu près une dizaine de kilowatts par jour, de kilowattheures par jour. En 1 heure, la voiture est chargée. On peut très bien répartir de charge en se disant, on ne va pas la charger à pleine charge tout le temps, on va répartir la charge entre différents véhicules, ce qui permettra de diminuer la charge de pointe du réseau. Ceci est un des exemples de la flexibilité. En se promenant dans les stands ici, on voit qu'il y a beaucoup de sociétés qui vendent de tels systèmes, et ces tels systèmes sont l'avenir. Maintenant, la flexibilité fait partie de l'acte modificateur unique. Donc, vous savez que nous allons voter au mois de juin pour cet acte modificateur unique. C'est un des points qui est assez peu connu. Qu'est-ce qui est inscrit dans cet acte modificateur unique? Un, c'est le principe ORARE. ORARE veut dire optimisation du réseau avant renforcement et extension. Dire que le réseau doit être optimisé. Il ne faut pas rajouter un câble s'il y a la possibilité de l'optimiser. Le point suivant qui est important, c'est la propriété de la flexibilité. Donc, si j'ai une voiture électrique, une borne de charge, si j'ai une pompe à chaleur, j'ai la possibilité d'utiliser cette flexibilité. Donc, dire voilà, je ne suis pas obligé de changer ma voiture à 7 heures le soir, mais je donne le droit à un tiers de pouvoir gérer ma charge et de charger à un autre moment, un petit peu plus tard. Et cette flexibilité, elle pourra être vendue. Maintenant, une des autres solutions, c'est les tarifs. Au lieu de gérer la charge, on peut inciter les consommateurs à gérer leur charge différemment, et ce, avec les tarifs. En mettant un tarif un petit peu plus élevé au moment où la charge est plus grande, on va inciter les consommateurs à déplacer leur charge. Le groupe est très avancé dans ce domaine. Ma collègue Anna va faire une présentation par la suite à ce sujet. Une des autres solutions qui applique le principe ORARE, elle est entre les mains des gestionnaires de réseau. Donc, si on a un réseau électrique avec un transformateur qui n'est pas réglable et qu'on se trouve en bout de ligne, ici, on risque, lorsqu'il y a une grande production, une grande rétention qui soit trop élevée, qui soit au-dessus de la tolérance. Dans le cas contraire, si la consommation est grande, on sera en dessous de la tolérance. Donc, la solution de facilité, c'est de dire on tire un câble supplémentaire en parallèle. L'autre solution, qui est une solution de flexibilité, c'est de se dire on va avoir un transformateur réglable qui va permettre, en gérant la tension au secondaire du transformateur, de rester tout le temps dans la bande. Maintenant, pour mettre en place tout ça, il faut des outils. On parle beaucoup de smart meters. Donc, le smart meters permet au client justement de connaître sa charge toutes les 15 minutes,
permet également aux gestionnaires de réseau de mieux connaître la répartition de sa charge dans le réseau et de pouvoir l'optimiser. Si on parle de tarif dynamique, un tarif dynamique ne peut fonctionner qu'avec des smart meters. Donc, il faut connaître la charge toutes les 15 minutes. Donc, les gestionnaires de réseau ont jusqu'en 2028 pour implémenter 80% des smart meters. Le monitoring que l'on a fait, on voit qu'actuellement, on est un petit peu plus de 30% au bout de 5 ans. Donc, pour les 5 prochaines années, il faudra monter à 80%, ce qui va être fait, bien entendu. Tout cela a un coût. Donc, l'OFEN a mandaté un bureau de conseil pour faire une étude des coûts jusqu'en 2050. Le premier chiffre, 45, il ne faut pas se laisser impressionner par les milliards, c'est plus le principe qui est important. Si l'on ne fait rien, donc la rénovation, l'entretien du réseau va coûter à peu près 45 milliards. Vu qu'on va atteindre le zéro climatique, on aura des frais supplémentaires justement pour renforcer le réseau de 30 millions. Maintenant, à droite, le consultant a fait une étude de sensibilité. Donc, si on a un comportement qui va en direction du réseau électrique, donc je parle de gestion des charges, flexibilité, tarif flexible, on arrivera à réduire ce coût de 18 milliards. Par contre, si on va plus dans la direction du marché, c'est-à-dire on va charger les voitures électriques au moment où le tarif électrique est le plus bas, les coûts vont augmenter. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Je me réjouis d'en discuter avec mes collègues. Merci beaucoup, on vous applaudit. Et effectivement, on en discutera en détail, mais d'abord, on va entendre justement l'avis de quelqu'un qui est proche du réseau et qui doit mettre en place des solutions, l'avis de Groupé. En l'occurrence, c'est Anna Nazaré, qui est responsable Asset Management Stratégique et que je vous propose d'applaudir. Ok, maintenant c'est bon. Bonjour, Madame, Monsieur. Alors, je commence pour vous présenter que Groupé, c'est un gestionnaire réseau distribution dans le canton de Fribourg et Neuchâtel et dans une petite partie dans le canton de Vaud et Berne. On alimente 400 000 habitants avec 12 900 km de lignes électriques pour distribuer 3 TWh d'électricité par an. Alors, la transition énergétique nous donne plusieurs défis, mais lequel qui nous donne plus de travail maintenant, c'est le grand nombre d'installations à raccorder à notre réseau. On a déjà raccordé 4 200 bornes, mais on doit atteindre jusqu'à 200 000 en 2050. On a déjà raccordé 23 000 pompes à chaleur, mais on doit arriver à 60 000 en 2050. Et on a déjà raccordé 21 000 installations photovoltaïques, mais c'est prévu qu'on doit atteindre jusqu'à 100 000. Alors, aujourd'hui, laquelle qui progresse le plus rapidement, c'est vraiment le photovoltaïque. Et avec ces deux petites graphiques, on peut vous montrer que seulement l'année dernière, on a raccordé environ 5 500 installations de photovoltaïque et on a déjà une puissance accumulée de 376 MW sur notre réseau. Alors, il ne fait pas trop longtemps, presque 3 semaines, le dimanche 31 mars, on a eu pour la première fois cette année le phénomène qu'on a produit plus d'électricité sur notre réseau que laquelle qu'on a consommée. C'est-à-dire qu'on est au début du printemps et on vient de refouler de l'énergie sur le réseau de Swissgrid. Mais le réseau de Groupé, elle est prêt pour recevoir jusqu'à 100 MW d'énergie.
Et la Confédération nous avait prévu dans les scénarios qu'on doit arriver jusqu'à 2000 MW en 2035. Alors, on doit trouver des solutions rapidement, mais on doit aussi attendre à quel prix. Alors, comme mon collègue il a parlé, on a une étude demandée par l'OFEN qui nous fait des différentes propositions. Il y a 2 conclusions de cette étude qui sont très importantes pour nous et qu'on a prises. C'est qu'il y a une forte hausse des besoins d'investissement. On est très conscient de ça. Mais la deuxième partie de l'étude, il parle, comme mon collègue a dit, de différentes solutions pour mettre en place, pour trouver des différents coûts associés à ces solutions. Je vous montre un petit extrait qui est dans ce document qui dit que, par exemple, si on fait des écrêtages de points de PV à 70%, on peut aller jusqu'à moins 30% des coûts d'investissement. Mais si on a un réseau plus intelligent, on peut baisser ces coûts entre 20 à 60% de quel qui était prévu. Et c'est là qu'on doit mettre l'effort. Alors, la transition énergétique, elle est vraiment au cœur de la stratégie de Groupe E. Et pour définir ça, on a défini qu'on veut avoir un réseau plus intelligent. Et pour ça, on a mis une stratégie Smart Grid en place, avec plusieurs piliers. Un de ces piliers, c'est les nouvelles méthodes et outils pour la planification du futur réseau. Un deuxième, c'est la paramétrisation constante des appareils PV et EV chez les clients pour garantir la stabilité du réseau. Un autre, c'est l'installation des éléments actifs dans le réseau, comme mon collègue a parlé, des transferts réglables, des régulateurs basse tension, BTBT. Et après, il y a des choses qui sont, on peut dire, plus récentes, mais c'est l'incitation à l'utilisation efficiente du réseau à partir d'un tarif vario et d'un tarif dynamique variable au quart d'heure, mais aussi à partir de la pilotage des installations flexibles. Et ça, on fait déjà le pilotage à travers notre système SCADA, les grands producteurs photovoltaïques, mais on a aussi déjà proposé à nos clients des tarifs bonus qui nous permettent de piloter les équipements PAC des clients. Alors, je veux vous rapidement seulement résumer qu'est-ce que c'est la tarif bonus. La tarif bonus, c'est un tarif qu'on demande au client de nous laisser piloter son pompe à chaleur 2 fois par jour pendant 2 heures maximum pendant le haut tarif. Et en contrepartie, on donne une petite rémunération au client qui va compenser cette permission de pilotage. Mais on est en cours aussi de préparer le même type de proposition pour les clients pour le pilotage des bornes de recharge, parce qu'on sait qu'on doit décaler le chargement des voitures pour ne pas avoir des pics, comme mon collègue avait parlé, sinon on va avoir des grands pics de chargement des voitures tout en même temps. Alors on veut proposer à nos clients qu'on peut déplacer le chargement, mais on donne la garantie que les clients, vraiment, ils chargent sa voiture. Et la deuxième tarif, c'est quelque chose de nouveau, il a été mis en place au début de cette année pour nos clients. Alors, elle est possible seulement pour les clients qui ont déjà de smart meter. On est en cours de faire notre rollout d'installation aussi. Et là, on fait une prévision de la charge pour le jour de demain. Et en dessous de cette courbe de charge, on calcule le tarif au quart d'heure pour cette courbe et on donne cette courbe, on disponibilise cette courbe à nos clients à travers une web API. Le client, il peut la charger et avec un simple système de gestion des équipements flexibles chez lui, il peut réduire sa facture d'électricité. Parce que le système, il va charger, on va utiliser ces équipements quand ils savent que le quart d'heure, il est moins cher pour le client. Et à la fin, on va faire seulement le calcul pour donner la facture au client. Alors, pour conclure, je veux seulement vous dire que la transition énergétique, elle est vraiment au cœur de la stratégie Smart Grid du Groupe E. Et on semble très persuadés qu'un réseau intelligent, c'est vraiment la solution pour avoir un réseau futur qui sera efficient, résilient et moins cher possible. Merci. Merci.
Un autre point de vue sur ces mêmes problèmes qui vient d'Yverdon-les-Bains, c'est Gaël Zbinden, que je vous propose d'applaudir, qui est responsable du département réseau de distribution à la commune d'Yverdon-les-Bains. Oula, bonjour à tous. Donc, après le grand GRD qui est groupé, le petit, grand ou moyen grand GRD qui est la ville d'Yverdon-les-Bains. On parle de transition énergétique. Il faut savoir que sans ces hommes et ces femmes qui sont là, il ne va strictement rien se passer. Donc, on peut faire tous les calculs, toutes les théories qu'on veut. Sans les gens qui sont dans le terrain, il n'y a rien qui va avancer et notre transition énergétique, elle ne va pas fonctionner. Donc, je tenais quand même à les remercier. Ils sont en train de travailler sur notre réseau. Mais voilà une belle équipe d'électriciens de réseau digne de ce nom. Ensuite, la mission en fait, du service des énergies de la ville d'Yverdon-les-Bains, donc en fait on est intégré à la ville, hein, donc en face de vous, vous avez un fonctionnaire de la ville d'Yverdon. Donc en fait c'est de distribuer de l'eau, du gaz, de l'électricité, de la fibre optique à nos clients de manière régionale avec une proximité forte. Ensuite, je vais me décaler, comme ça je vois mes slides, c'est parfait. Ensuite, un certain nombre de nos objectifs, comme tout GRD ou toute entreprise actuelle, c'est de réduire les gaz à effet de serre, c'est d'augmenter sa production propre, et puis c'est d'avoir le plus possible, voire 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050. L'avenir nous le dira si on y arrive. Quelques chiffres clés. Donc, on voit le GRD d'Yverdon est un GRD multifluide, gaz, électricité, eau et multimédia. On a environ 20 000 clients, donc c'est nettement moins que les 400 000 de groupés. On a quelques kilomètres de câbles électriques en moyenne tension, basse tension et haute tension. Et puis on distribue environ 125 gigawattheures par an. Donc c'est nettement moins que ce que distribue le groupé. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on est face à la même problématique, étant plus petit. On est aussi face, en fait, et on a un peu les mêmes stratégies que le groupé. Donc je suis rassuré, je vois que jusqu'à maintenant, on est tous alignés dans la bonne direction. Ça fait vraiment plaisir. Notre équipe, on a environ 100 collaborateurs pour un budget d'une centaine de millions de francs par année, qui sont répartis en quelques départements, donc le réseau de distribution que j'ai la chance de diriger, le patrimoine industriel, la partie commerciale et le système d'information et de finance. On m'a demandé de parler un peu des problématiques auxquelles on est rencontré. Alors en 5-10 minutes, on ne peut pas parler de tout l'éventail, mais j'ai décidé de me focaliser vraiment sur 2 points. C'est l'augmentation de la production décentralisée qui nous touche de plein fouet, et quelque chose qui est très intéressant, qu'on n'appréhende peut-être pas, c'est vraiment la convergence des énergies vers laquelle on va tendre en fait. Donc au niveau de l'augmentation de la production décentralisée, donc, on voit que le réseau, à l'époque, c'était du top-bottom. Vous avez un barrage, une centrale, et puis vous produisez de l'électricité, vous la poussez dans votre réseau, et puis au bout du réseau, il y a quelqu'un qui appuie sur l'interrupteur, puis la lampe, elle s'allume. Voilà. Ben maintenant, c'est plus comme ça. Ça veut dire qu'en fait, maintenant, les gens qui appuyaient sur l'interrupteur, pour nous, GRD Yverdon, deviennent des producteurs. Donc, ils ont des installations photovoltaïques sur leur toit. On a un projet de parc éolien en collaboration avec un certain nombre de partenaires. On est en train de voir cette production qui se décentralise. L'impact que l'on a, nous, au niveau de notre réseau, qui est un petit grand réseau, c'est qu'en fait, on se retrouve avec de la production sur les lignes qu'on alimentait avant. Alors, un client qui avait besoin de 25 ampères, on lui mettait son câble de 25 ampères, et puis maintenant, ce client, il ne nous fournit pas 25 ampères, il nous fournit peut-être 30 ou 35 ampères de production au mois de juin, au mois de mars, quand il fait super beau. Donc, pour nous, c'est un vrai challenge. Et puis, toute cette production décentralisée, ces onduleurs, ces bornes de recharge que les particuliers ont, ou surtout les superchargeurs comme les Tesla, ça génère un certain nombre d'harmoniques perturbatrices dans le réseau. Et puis, si vous ne voulez pas que votre télé elle commence à scintiller ou que votre lumière elle clignote, on doit quand même faire attention à ça. On est soumis à un certain nombre de normes. Alors ça, c'est notre problématique. Et comment est-ce qu'on va faire pour résoudre ça? Ça rejoint un peu ce que mes collègues ont expliqué. Donc déjà, on a un contact proche avec nos clients, donc on essaye d'anticiper leurs besoins, que ce soit des clients privés, des industries ou même des multinationales qui souhaitent venir s'installer sur le territoire de la commune d'Yverdon. On les accompagne, on les écoute et on essaye de trouver la meilleure solution pour leur approvisionnement en énergie.
Ensuite, on a des plans directeurs. C'est une stratégie, en fait, mais au niveau d'une commune, on appelle ça un plan directeur. Donc, on a un plan directeur pour notre réseau moyenne tension qu'on essaye de déployer, qu'on essaye de rendre résilient. On a vu qu'avec la crise des énergies de 2022-2023, on était un des petits GRD qui était capable de complètement délester son réseau tout en gardant les infrastructures critiques alimentées. Donc, ça fait partie de ce plan directeur. Et aussi le plan directeur basse tension. Donc là, c'est comment est-ce qu'on va déployer les alimentations des maisons, les alimentations des industries, comment est-ce qu'on va récupérer l'énergie. Et tout ça, on le fait de manière provisionnelle, à court terme, moyen terme et long terme. Et évidemment, on traite aussi les urgences où des gens ont décidé d'installer plus de production photovoltaïque sur le toit que leur introduction de bâtiments. La digitalisation, donc ça c'est très important, on est un peu plus que le tiers de smart meters installés, donc ça me fait plaisir, on est au-dessus de la courbe nationale. Donc c'est très intéressant, c'est-à-dire que ça nous donne de la visualisation avec un jour de retard au niveau en fait, de ce qui se passe dans notre réseau au niveau des consommateurs. Et puis on pousse en fait cette digitalisation plus loin, on est en train de digitaliser nos sous-stations où on veut voir de manière, on va dire, à 10 minutes près, ce qui se passe dans la sous-station, au niveau des harmoniques, au niveau de la qualité du réseau, au niveau du scintillement, des creux de tension, des chutes de tension, de voir ce qui se passe. Et avec ces différents points de mesure, ça nous permettra de digitaliser notre réseau, de voir ce qui se passe à l'intérieur de ce réseau, et surtout de savoir si on a des problèmes d'impédance, des problèmes de câbles, si on doit renforcer des câbles, ou si on peut aussi, clairement, comme a été mentionné, faire du peak shaving, c'est-à-dire couper une partie de production, en favoriser une autre ou favoriser aussi nos clients avec un tarif approprié en fonction de toutes ces données. Donc là, on est vraiment à un virage énergétique où, en schématisant, on passe le travail de l'électricien de réseau à un travail d'électricien avec des notions et des compétences d'informatique, en fait. Donc c'est vraiment un changement de paradigme pour la branche. Une autre problématique, c'est la convergence des énergies. On le pense peut-être pas, mais en fait, un réseau électrique, ça sert à énormément de choses. Ça fournit de l'électricité, mais ça permet de transporter de l'électricité qui est produite à base d'eau. Ça permet de produire du gaz renouvelable, de l'hydrogène avec de l'électricité. Et puis aussi, ça permet de transporter l'électricité qui est produite à partir de CCF, à partir de coupes chaleur-force, qui sont générées par soit des centrales à gaz, soit des centrales d'énergie renouvelable. Donc, ce qu'on peut voir ici sur le graphique que je vous présente, c'est que tous ces réseaux sont interconnectés. Et ce qui va se passer, c'est que dans un futur assez proche, cette différence va se réduire. Donc, l'eau aura un impact sur l'électricité, qui pourra en avoir un impact sur le gaz a un impact sur la chaleur aura un impact sur l'électricité, et on tournera en boucle. Donc, la problématique qui est liée avec ça, c'est qu'on parle de multi-énergie, donc on a cette mobilité électrique dont Anna a parlé. De plus en plus de personnes achètent des voitures électriques et puis veulent la recharger. On doit changer les mentalités de ces gens, parce qu'une voiture électrique ne s'utilise pas la même chose qu'une voiture à carburant normal. Vous ne faites pas votre plein en 5 minutes à la pompe, ou si vous voulez faire le plein en 5 minutes, ça demande des puissances énormes. On a une augmentation des chauffages via les pompes à chaleur, en fait. Donc, des gens réduisent le gaz pour produire de la chaleur avec des packs. Et puis, dans une moindre mesure, en tout cas sur le territoire d'Yverdon, c'est la production d'hydrogène, de gaz renouvelable, basé avec l'électricité. Et là encore, ce qui est super important et super intéressant, c'est vraiment un changement de paradigme pour nous. C'est-à-dire que tout ça n'est pas possible sans une analyse fine de la donnée. C'est-à-dire vous trouvez maintenant des mesureurs ou des smart meters un peu partout. Les GRD électriques, ils doivent déployer le smart metering sur le réseau pour mesurer les consommations, pour avoir des données toutes les 15 minutes. La ville d'Yverdon étant un GRD multifluide, on fait exactement la même chose, mais on le fait sur tous les compteurs d'eau, sur tous les compteurs de gaz et aussi sur tous les compteurs électriques. Donc là, on est vraiment en train, on va dire, d'arriver à une finesse de mesure à 15 minutes sur toutes les énergies de notre réseau pour voir leur interaction, voir où on peut agir. Et puis ce qui est très intéressant, notamment sur le réseau d'eau, quand vous avez une consommation qui est non nulle la nuit, vous savez que vous avez une fuite quelque part. Donc aussi, ça améliore votre efficacité. Donc voilà. Après, on fait quelque chose aussi qui est peu commun, c'est qu'on est en train d'établir un plan directeur des énergies de la ville d'Yverdon. C'est-à-dire qu'on est en train de regrouper toutes les énergies qu'on a sur notre commune, l'eau, le gaz, l'électricité, le chauffage à distance. Et puis on est en train de matcher toutes ces énergies pour avoir un plan directeur commun qui nous permet en fait de voir où sont les manques, où sont les besoins, et puis de planifier notre stratégie, puis nos futurs investissements. En conclusion, je crois que vous l'avez tous compris,
Le réseau électrique, il bascule vers une production décentralisée. Donc ça, c'est clair, on ne va pas y échapper. Le futur, il sera multi-énergie, en tenant compte de la chaleur, du gaz, de l'eau et de l'électricité. On va avoir une convergence de ceux-ci entre eux. Le réseau, il doit être dimensionné en fonction du soutirage et de l'injection. Donc ça, je ne vois pas forcément les conclusions de mes camarades, mais c'est ce qu'on voit au niveau de la ville d'Yverdon. On doit aussi digitaliser ce réseau. Avant, le réseau, il était passif. Il se passait quelque chose, on réagissait. Mais maintenant, le réseau électrique, il doit être actif. C'est-à-dire que l'homme aura de moins en moins d'actions et les choses seront de plus en plus automatisées en temps réel. Et puis surtout, la chose importante, et surtout pour une collectivité, pour la ville d'Yverdon, c'est que les investissements, ils doivent être planifiés. C'est-à-dire qu'on doit investir le bon montant au bon endroit pour la bonne durée de vie. Et puis ça, c'est le travail d'Anna au groupe E. Et puis c'est un travail collaboratif du service des énergies pour vraiment investir les moyens financiers au bon endroit, au bon moment. Voilà, merci beaucoup. Merci. On vous reverra tout à l'heure aussi. On va maintenant recevoir un représentant du monde académique, du monde de la recherche, qui est aussi en ébullition sur toutes ces questions pour venir avec des réponses à ces problématiques. En l'occurrence, c'est Pierre Roduit, qui est responsable de l'Institut Énergie et Environnement à la Haute École d'Ingénierie HESSO Valais-Wallis. On vous applaudit et on vous écoute. Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui un peu du projet Exposition. Projet Exposition, c'est tout d'abord une motivation interne de l'HESSO de regrouper les compétences des 4 collègues que vous avez ici, donc de la HEGVD sur Vaud, sur Fribourg, à la HEIFR, à l'EPIA sur Genève et sur le Valais, pour se dire on veut s'attaquer à cette problématique des réseaux et amener des solutions en partenariat avec les GRD et les autres acteurs. Et qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, on veut essayer de travailler ensemble avec nos partenaires pour essayer de déployer un Smart Energy District. Qu'est-ce qu'un Smart Energy District? C'est en gros un réseau de bas tension où on a la mesure complète, ce qui n'existe pas vraiment pour l'instant. Pour l'instant, les réseaux de distribution basse tension, il y a très très peu de mesures. Les GRD, les pilotes, sans trop savoir exactement qu'est-ce qui se passe là-dedans. Mais on a des smart meters qui vont nous donner de l'information. On aura toute une série d'appareils, de véhicules, de pompes à chaleur qu'on pourra contrôler. Mettre tout ça ensemble pour qu'on ait un haut degré d'interopérabilité et de contrôle qui nous permettra d'avoir une gestion optimale du réseau. Et vous l'avez bien entendu, en gros, pour réduire les coûts et éviter de tirer des câbles énormes et mettre du cuivre partout si on ne s'en occupe pas. Puis, vous avez une petite photo de la problématique qu'on a maintenant. Alors, c'est une belle maison qui a gagné le prix solaire l'année passée. C'est ça qui nous pose problème. C'est des grands bâtiments avec des énormes surfaces solaires, c'est des bâtiments où on va rajouter des véhicules électriques. Et il y a toute une série de thématiques sur lesquelles on va amener des solutions, sur lesquelles les écoles travaillent, et qu'on va essayer de regrouper et déployer sur le terrain, sur un site pilote. D'abord, toute la problématique qui est derrière le compteur, et ça ne touche pas complètement le GRD, parce que souvent le GRD, c'est-à-dire le gestionnaire du réseau de distribution, va s'arrêter au compteur électrique, mais il y a toute une partie qui est encore derrière, et si vous regardez les stands, toute cette partie de gestion automatisée du bâtiment, contrôler tous les appareils d'une manière optimale, c'est une thématique vraiment importante. La partie aussi infrastructure et du réseau et le contrôle, toute la partie des services aussi, des modèles économiques, on a parlé un peu des tarifs dynamiques, mais il y a d'autres aspects qui vont encore venir là-dedans, et toute la partie aussi de la prédiction et les scénarios d'expansion pour pouvoir savoir aussi où on doit ou pas déployer ces solutions. La première coupe que vous trouvez ici, à gauche, c'est l'indication du changement. Vous ne verrez pas, c'est difficile à tout voir, mais en gros, vous avez une courbe orange en bas qui est la consommation un peu plate. Cette petite ligne orange, c'était ce qu'on trouvait sur la consommation d'un ménage standard à l'époque. Puis d'un coup, on a la courbe rouge qui est la production solaire qui explose souvent dans des petits bâtiments par rapport à la consommation. C'est-à-dire elle a souvent un ordre de grandeur 5 fois, 10 fois la consommation du bâtiment. Et puis au milieu, on a une sorte de grand rectangle avec la ligne bleue qui vient se rajouter, qui est juste un véhicule électrique qui est venu faire de la charge. Et vous imaginez l'énergie qui est venue là-dedans, c'est-à-dire si on décale ce bleu à gauche ou à droite, et si toutes les maisons sont synchrones ou pas, ça va avoir énormément d'importance. Puis on peut imaginer un système de contrôle intelligent où tout est bien fait, ou sinon, qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est un peu, pour être péjoratif, à la télécommande centralisée plus, on commence à régler, à dire, on fixe l'écrêtage du PV, on vous empêche de charger la voiture à plus que 3 kW, parce que sinon vous faites sauter le réseau. Donc le fait d'avoir une solution complète qui intègre les bâtiments,
c'est important, mais ça demande de l'interopérabilité, ça demande d'être capable d'avoir différents acteurs qui sont capables d'agir avec ces données, de la standardisation, et ça c'est un point extrêmement important. J'ai mis Smart Grid Greedy, qui est un acteur qui travaille sur sa standardisation derrière le compteur, pour pouvoir améliorer l'autoconsommation, l'autarcie. Et puis, il y a un énorme problème qui vient là-dedans, c'est la protection des données, qui fait peur aussi beaucoup aux distributeurs. Comment on gère ces données ? D'un côté, vous avez l'habitude d'avoir beaucoup de données dans un bâtiment, mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut prendre plus que données de la consommation ? Enfin, ces thématiques-là sont des thématiques importantes à résoudre pour qu'on puisse avoir un réseau intelligent. Mais il y a encore toute la partie du réseau elle-même, c'est-à-dire la partie où on doit travailler sur le smart meter, les parties de digitalisation pour la remontée de données, les aspects de cybersécurité, critiques, parce que quand on va commencer à avoir un système flexible, complet, si d'un jour quelqu'un dans les mains est capable d'activer toutes les charges de tout le pays d'un coup, le réseau ne va pas tenir. Donc il y a un aspect aussi de sécurité qui sera important là-dedans. Toutes les autres solutions mais on en a déjà parlé, des solutions actives qu'on peut mettre sur le réseau BT, MT, et aussi les solutions de digital twin, c'est-à-dire d'être capable de prédire et de contrôler intelligemment le réseau. Couplage sectoriel, ça a déjà été un point qui a été aussi amené juste avant. Mais il y a aussi toute la partie des nouveaux modèles économiques. Et puis là, on a vu une partie de ce qui est proposé par les GRD, mais dans les services, probablement qu'il va y avoir aussi un couplage avec d'autres types de services qui vont être le suivi de la consommation, les conseils énergétiques, peut-être des indications, et puis ça commence à se retrouver aussi sur les marchés, les indications par exemple du degré de CO2, du degré de CO2 de votre électricité, ou tout type de services qui peuvent se déployer dès que la donnée va arriver. On avait peu imaginé tous les services qu'on pouvait embarquer sur un téléphone portable. Dès qu'on va commencer à mettre toutes les données du bâtiment à disposition en interopérabilité, ça laisse aussi une énorme place à du développement de services, dans la mesure où on rend le système interopérable et on est capable d'avoir différents acteurs qui déploient des services indépendamment des différentes solutions. Puis finalement, scénario d'extension, là on a quelques graphes, typiquement l'extension du PV en Suisse, qui va être probablement fortement inégable. Ça, c'est la version optimale qui a été calculée par les PFL, mais probablement qu'en fonction des promotions locales, des intérêts locaux, des financements et autres, ça ne sera peut-être pas l'optimal qui va se déployer. Et prédire où va se déployer le PV et aussi prédire où va se déployer les véhicules électriques, prédire où les réseaux vont avoir une saturation d'abord est vraiment crucial pour pouvoir mettre les investissements au bon moment et au bon endroit. Alors au final, qu'est-ce qu'on cherche par notre projet et par nos activités en général au niveau de nos écoles ? C'est finalement de fédérer nos activités, parce que finalement, si on peut éviter d'avoir... Il y a beaucoup de GRD, il y a beaucoup d'écoles, donc si on fait 26 fois la même chose, où la Suisse est petite, mais même au niveau européen, on pourrait faire des centaines de fois la même chose à 100 endroits différents, on ne va pas être plus intelligent, on va aller beaucoup plus lentement. Donc en travaillant en commun, on va permettre de pouvoir transmettre l'information plus vite, de déployer un Smart Energy District où on est capable de faire ce contrôle et démontrer que c'est faisable, c'est-à-dire qu'on est capable d'éviter de renforcer le réseau en ayant plus de contrôle et de permettre d'avoir plus de services aux gens, d'avoir cette vérification de ces solutions, de pouvoir permettre ensuite à d'autres GRD de répliquer ce qu'aurait été fait ce Smart Energy District, et aussi, ce qui est très utile pour nous, et je pense aussi pour tout le métier, d'avoir une capacité d'avoir ces informations pour former les ingénieurs actuels et les ingénieurs de demain à un monde qui est extrêmement différent. Un monde qui va être digitalisé, un monde de contrôle, où on n'a plus juste un contrôle qui vient... où on jette l'électricité par le haut dans le réseau, mais un endroit où on doit contrôler l'électricité, comment elle est consommée et produite jusqu'au dernier niveau. Merci. Merci beaucoup. Et juste avant de passer à la partie discussion, où je me réjouis d'entendre aussi vos questions, on va accueillir Pascal Kinast. On aura le point de vue industriel, de solutions commerciales. Il est managing partner chez Clemap. On vous applaudit et on vous écoute. Alors, bon après-midi aussi de ma part. Je m'excuse aussi déjà de mon français, mais je vais essayer de faire le mieux. Je suis Pascal de Clemap. On est une petite entreprise qui travaille dans les thématiques que vous avez entendues juste maintenant. Je pensais que ça ressemble qu'on est au début de cette transition, si j'entends ce qu'on a eu parler, mais c'est pas vrai. On a déjà fait beaucoup et je vais vous montrer des solutions ou des solutions intelligentes pour que ça
ça peut se dérouler dans les prochaines années. Alors, ce qu'on a déjà vu chez le Hofen, ce qui se passe dans la Suisse, c'est un peu le même qui se passe aussi dans l'Union européenne. Il y a une électrification très rapide. Si je regarde vers le 2025, c'est pas très loin, il y a vraiment une croissance de 200% de l'installation photovoltaïque. Et il y a autour de 2 millions de pompes à chaleur qui vont être installées chaque année. Et 50% de nouvelles voitures électriques vont être, des nouvelles voitures vont être électriques. Donc, notamment, cette électrification, c'est très joli pour l'environnement, pour notre vie sur cette terre. Mais il y a aussi des conséquences qu'on a vues. Il y a des conséquences sur le réseau électrique. Il y a des conséquences sur sur la digitalisation et sur le travail joint de plusieurs parties qui travaillent dans cette transition. Alors, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut des nouvelles plateformes de collaboration, alors que je vois comme Exposition, enfin, le projet Exposition fait un joli travail à vraiment pousser ces plateformes de collaboration. Donc, on peut penser, il y a l'opérateur du réseau, qu'il a les problématiques qu'on a vues juste maintenant. Il y a aussi le propriétaire du bâtiment. Vous devez penser, c'est là, vous avez plusieurs pompes chaleur, plusieurs possibilités à installer des pompes à chaleur. Vous avez plusieurs possibilités de véhicules électriques ou des bornes de recharge qui peuvent être installées. Vous avez les photovoltaïques, mais il y a aussi toute la connexion au réseau qui doit trouver une solution. Puis il y a les fournisseurs des équipements et aussi les intégrateurs de systèmes qui quand même doivent, en manière ou l'autre, travailler ensemble. Alors là, que nous, on a une telle plateforme de collaboration, c'est une plateforme IoT pour l'énergie où on prend les données du réseau et les données du bâtiment pour vraiment aider ces différents stakeholders à y collaborer. Alors qu'on n'est qu'une de ces plateformes, il y en a beaucoup d'autres fournisseurs dans ce secteur. Je vous ai emporté aussi l'exemple ou un réel produit qu'on a sur le marché, que c'est le contrôle dynamique des bornes de recharge. Ça, dans le secteur AC et DC, c'est un système économique compact à installer pour le propriétaire du bâtiment. Et ça, c'est aussi extendible jusqu'à 50 bornes. Et alors que peut-être vous dites, c'est quelque chose que aussi déjà tous les bornes de recharge, ils ont comme solution. Nous, on offre un système hybride, donc ouvert à plusieurs bornes de recharge. Alors, par exemple, vous pouvez faire 4 bornes ABB et 5 bornes Easy dans le même bâtiment, ce qu'aujourd'hui, jusqu'au moment, ça ne serait pas possible. Alors là aussi, la possibilité d'avoir les normes ouvertes, dès qu'on travaille on travaille très proche à Smart Grid Ready, ça nous aide à intégrer plusieurs bornes dans notre système ou marques de bornes dans notre système. À aucun moment, on a autour de trentaine de différentes bornes qu'on a déjà intégrées. Alors ça, pour nous, c'est un peu la place pour commencer à faire le travail après le compteur de l'énergie, donc vraiment optimiser la consommation dans le bâtiment après le compteur de l'énergie. Et on a déjà déployé beaucoup de systèmes dans le secteur et on fait la connexion avec le système photovoltaïque. Donc on a le business case à nous, c'est vraiment aider le propriétaire du bâtiment. Au moment, il n'y a pas de business case pour nous à aider le réseau et c'est un peu dommage. Alors qu'il faudrait aussi le réseau ou le GRD nous donne la possibilité vraiment à faire un contrôle dynamique des consommations dans le bâtiment. Alors par exemple, le tarif Vario de groupe E
c'est une optimisation économique qui pour nous est très intéressant et qui donne aussi des avantages, pas que au client final, parce qu'on a vraiment vu dans un projet pilote qu'on peut donner autour de 10% on peut réduire autour de 10% les coûts de recherche chez les clients finaux si on prend le tarif Vario, alors que aussi ça aide le réseau même. Bon, je ne vais pas dans le détail. Nous, on est pas mal distribué dans la Suisse avec des partenaires commerciaux qui nous aident et aussi dans l'Europe qui on travaille. Ce que je vais aussi encore dire, c'est pour nous, c'est un peu avec les projets de recherche qu'on fait ensemble à HESO, en particulier Svarm et Lasagne, qui sont des autres projets de recherche. Ils nous aident à couvrir des activités, comme j'ai montré dans ces slides en rouge, qui nous aident vraiment à trouver des solutions dans le secteur du contrôle optimisé du réseau, flexibilité, sécurité d'approvisionnement. Mais en particulier, maintenant avec l'exposition, on ira travailler dans les secteurs du micro-réseau. Alors, ce sont des avancements de notre plateforme très intéressants et super importantes pour nous tous. Alors que ça serait intéressant de trouver des possibilités de collaboration vraiment pour travailler dans la standardisation et dans l'échangement des informations des consommateurs. Et dès que Exposition pourrait vraiment être utilisée, on pourrait utiliser le produit de Clémap, mais aussi Clémap pourrait vraiment bénéficier des nouveaux services développés dans le projet même. Merci beaucoup et encore un bon après-midi. Merci beaucoup Pascal. Vous pouvez rester sur scène et vous installer directement. Et je vais appeler les intervenantes et intervenants qu'on a vus tout à l'heure. Je vous laisse remonter sur scène directement. Vous pouvez vous installer sur les petits fauteuils et avancer les fauteuils de 2 pas. Comme ça, vous nous aidez et on vous verra un peu mieux. Voilà, volontiers. Je vous laisse vous installer et prendre vos micros volontiers. J'ai une première question presque philosophique pour vous lancer dans le dur du sujet et avant d'entendre les questions que vous avez dans la salle. Vous nous avez parlé d'à peu près tous les acteurs, mais vous nous avez assez peu parlé des clients finaux, ceux qui vont consommer cette électricité et quel impact ça aura pour eux. Et le premier impact que je vois en écoutant attentivement vos présentations, c'est que la philosophie même du réseau, qui est de dire, dès que je branche ma prise je branche mon téléphone sur la prise et j'ai forcément toujours le même courant, quoi qu'il se passe. Ça, c'est la philosophie du réseau aujourd'hui. C'est comme ça que le client final voit le réseau. Est-ce qu'il va falloir lui apprendre que désormais, c'est pas quand il veut qu'il a de l'électricité? Est-ce que ça va être ce dialogue-là qu'il faudra avoir avec le client? Gaël Zbinden, peut-être. Merci. C'est une très bonne question. Non, en fait, je pense que, en tant que GRD, on a quand même un objectif légal de résultat. C'est-à-dire qu'on va fournir de l'énergie aux clients en tout temps. Voilà. Maintenant, ce qui va certainement changer, c'est la manière dont le client va consommer. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai mis des panneaux solaires sur ma maison. Et puis, la première semaine, j'étais sur l'application qui me permettait de voir la consommation. Et puis, je m'arrangeais pour lancer mon lave-vaisselle ou ma machine à laver le linge au moment où j'avais mon pic de consommation pour être sûr de consommer l'énergie que je produisais et puis pas d'acheter de l'énergie au réseau. Donc, en tant que GRD, je ne vais peut-être pas dire ça, c'est pas bon pour le business. Mais voilà. Donc, en fait, il y a ce changement des habitudes qui va arriver, ça c'est clair. Mais au niveau de la personne qui plante, on va dire, en consommateur dans la prise, normalement, il ne devrait pas y avoir de différence pour lui au niveau du particulier. Maintenant, pour les entreprises qui ont des énergies ou des introductions énergétiques assez importantes, là, justement, avec la décentralisation, la numérisation, là, on pourra vraiment arriver à des éléments efficaces. Et je pense que c'est vraiment au niveau des gros consommateurs qu'il y aura un changement de paradigme. Il y a quand même un changement pour le consommateur final. Vous avez presque tous donné l'exemple de la voiture électrique et de la charge pilotable de la voiture électrique. Et Anna Nazaré, vous avez dit quelque chose qui a retenu mon attention. Vous avez dit on va pouvoir piloter, alors contre un bonus pour le consommateur, etc., on va pouvoir piloter sa borne de recharge, mais on va lui garantir qu'il aura sa voiture pleine ou qu'il aura
aura la voiture, le nombre de kilomètres qu'il va devoir parcourir. Et ça ouvre une nouvelle porte. C'est toutes les données que vous allez devoir récolter en plus. Parce qu'à quel moment vous savez que la voiture est pleine? À quel moment vous savez que le consommateur il va pouvoir rouler le nombre de kilomètres qu'il a prévu de rouler demain? Comment vous savez que demain j'ai prévu d'aller à Neuchâtel et pas d'aller à Zurich? Et ça, c'est des nouvelles données que vous allez devoir, j'imagine, collecter pour être sûr que votre client final, il a mangé à sa faim. Alors, peut-être je ne vais pas expliquer à 100% bien. On va donner la possibilité au client de charger la voiture la plus grande partie du temps. C'est des conditions qu'on va proposer. On va essayer de décaler le chargement et pas qu'il charge tout de suite quand il arrive à la maison. Mais le temps qu'il reste pour charger sera plus que suffisant pour le charger. Mais dans les conditions, aujourd'hui on est en cours de préparer ces conditions, elles ne sont pas prêtes, on peut dire, pour donner aux clients. L'idée, c'est que s'il y a une urgence et que le client il a besoin de continuer à charger parce qu'il doit sortir plus vite de la maison, il peut à tout le moment arrêter on peut dire le pilotage et charger quand même sa voiture. Mais est-ce que c'est juste de dire quand même que le GRD va devoir s'intéresser davantage à ses clients, récolter davantage de données pour savoir quand il utilise quoi, quel genre de client c'est, de quoi il a besoin, à quel moment? Par exemple, si je n'ai pas branché une voiture électrique, mais que j'ai branché un camion électrique à la charge, eh bien, j'aurai besoin de davantage de disponibilité de l'électricité. Vous avez besoin de connaître encore un peu mieux vos clients, non? Je pense que ce ne sera pas possible de contrôler les clients comme ça. C'est les clients qui vont s'adapter aussi à les fonctionnalités qu'on peut leur proposer. Si on, avec par exemple le tarif Vario, on propose au client qu'il y a des moments où il peut charger sa voiture et qu'il va payer moins, c'est au client de décider, oui, alors je veux charger ma voiture à ce moment-là. Ce n'est pas possible au gestionnaire de réseau d'imposer que ce soit aujourd'hui au client. Denis Pétronnet, avant de vous faire réagir Pascal, Denis, avec le micro qui est à côté de vous, vous nous avez présenté les milliards, hein, c'est impressionnant de voir le défi. Ce que vous nous avez pas dit, c'est quand est-ce qu'on allait le faire? Est-ce que ces milliards, c'est dès l'année prochaine? Est-ce qu'on a en fait 20 ans pour investir ces milliards? Qu'est-ce qu'on a comme délai pour faire tous ces travaux, toutes ces innovations dont on a parlé? Alors les coûts globaux sont jusqu'en 2050. Donc, étalé proportionnellement jusqu'en 2050 ou tout en 2049? Alors, les objectifs sont une forte croissance au début. Donc, l'objectif de l'acte modificateur unique, c'est une grande croissance jusqu'en 2035, une croissance un peu moins OK. Par la suite. Donc, il faudra aller vite. Donc, il faudra suivre. Et voilà, donc c'est un développement qui sera rapide, donc il faut s'adapter rapidement. Donc ces dizaines de milliards, l'essentiel dans les 10 prochaines années, c'est ce que vous dites, jusqu'en 2035. Voilà, donc il faudra aller vite et ça va se faire maintenant. Et on le voit, hein, les gestionnaires réseau voient un développement très très rapide de leur installation photovoltaïque et de l'électromobilité sur leur réseau. Vous vouliez réagir, Pascal? Oui, juste rapidement donner aussi des autres arguments pour Anna. Je ne pense pas que le GRD doive résoudre tous les problèmes chez le client final. Je pense que le GRD, il va se fermer d'un moment à l'autre où est le compteur, mais donner des signaux pour que des systèmes intelligents peuvent réagir. Alors là, peut-être seulement de la point de vue d'un système intelligent, c'est important que pas 600 GRD dans la Suisse ont des manières différentes à donner des signaux de contrôle. Donc, alors là, ça serait seulement une thématique de standardisation. C'est aussi une thématique politique, mais je pense donc c'est juste qu'à un moment à l'autre, le GRD il se ferme. Ça, c'est intéressant parce que vous nous avez montré cette slide où vous avez plein de bornes de recharge différentes. Et je devine que ces bornes de recharge, elles utilisent parfois des langages différents, des standards différents, des normes différentes. Et que vous, votre génie,
c'est d'arriver à parler avec chaque borne. Donc le développeur, il doit beaucoup travailler pour comprendre chaque borne et ensuite vous avez agrégé ça. Mais même vous qui arrivez à faire ça, vous nous dites non, on a besoin davantage de standardisation. On ne va pas réussir à jongler avec tout ce qui existe sur le marché, c'est ça ? Oui, exactement, et on est encore très loin de ça. Donc, des fois, on contrôle des bornes de recherche par cloud, donc Cloud API, par exemple, les Zaptec Easy, c'est par Cloud API. Et puis, il y a des bornes qui ont contrôlé local avec connexion LAN, mode pouce TCP. Et puis, le GRD, il nous contrôle avec beaucoup de fois avec des relais, c'est des relais on-off, donc c'est un peu dommage des fois si le GRD il nous dit il n'y a pas assez de puissance sur le réseau, on doit fermer la disponibilité de recharge. Et j'espère, avec Smart Grid Ready, on travaille que ça soit un peu plus dynamique, donc le réseau il nous donne une information plus dynamique qu'on peut contrôler les bornes et aussi l'expérience de recharge pour le client final est mieux. Vous pensez qu'on est suffisamment mature pour standardiser maintenant parce qu'on a besoin quand même d'avoir du recul pour choisir le bon standard. On va pas, si on se rend compte qu'il y a une nouvelle technologie qui sort dans 2 semaines, on sera tout déçu d'avoir mis un standard qui n'est pas cette nouvelle technologie. Vous, votre sentiment, c'est qu'on est prêt aujourd'hui à standardiser ? Je pense qu'on était prêt il y a 10 années, mais on n'a pas. C'est un peu un processus beaucoup. On doit faire du lobbying pour le standard. Donc, c'est un peu une activité de lobbying. Donc, ça a commencé il y a des années. C'est un peu dommage qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui ont la mentalité très fermée. C'est aussi une culture d'ouvrir les propres systèmes à des tiers. Pierre Rodu, avant de prendre une première question dans le public, j'aimerais avoir votre feeling sur la courbe d'apprentissage de toutes ces technologies. Est-ce qu'on est en train de peaufiner, mais on a découvert l'essentiel et maintenant il s'agit de peaufiner, ou est-ce qu'on n'a pas encore découvert l'essentiel selon vous, et ces grands projets de recherche dans lesquels vous êtes notamment vont nous permettre de découvrir la pierre philosophale, l'innovation incroyable qui va nous faire gagner en efficacité ? Je ne suis pas sûr qu'on parle de technologie, parce que les technologies, pour la plupart, il a dit les standards, les standards de communication, par exemple, ils existent dans les grands bâtiments, on est capable d'avoir toute une série de standards, Modbus. Je ne vais pas passer tout ce qui existe, c'est standardisé, ça fonctionne. On a toute une série d'éléments qui existent. Le problème actuel, c'est plutôt qu'on a souvent des acteurs qui jouent chacun de leur côté. On a un acteur qui gère sa pompe à chaleur, un autre acteur qui va gérer sa borne de recharge, un autre acteur qui gère juste le réseau avec le smart meter. On a d'autres qui essaient de rajouter encore des metteurs pour faire du suivi de la consommation. C'est d'être capable d'éviter d'avoir 250 solutions qui existent sur ces bâtiments pour avoir l'interopérabilité, pour réduire les coûts. Et avoir des solutions, on est capable aussi d'avoir des nouveaux services qui se développent. Et je pense que ça, c'est vraiment le truc le plus difficile. La plupart des choses sont là. Être capable, à partir d'une courbe de consommation, de donner des informations à des gens, on est capable de faire. Les GRD seraient capables de le faire s'ils avaient des courbes de consommation complètes, mais ils ne les ont pas pour l'instant. Ou un autre acteur. Mais quel acteur va se mettre à cet endroit-là? Quel acteur va prendre ses services? Là, il y a énormément aussi de place. Il y a beaucoup de changements. Tout n'est pas déterminé, à mon avis. Mais en termes de prédictif, une technologie qu'on peut voir se développer encore, c'est l'intelligence artificielle, par exemple. On peut imaginer utiliser encore davantage ces algorithmes-là pour faire du prédictif encore plus précis. Ça, vous n'avez pas l'impression que ça va faire un saut Alors, je pense qu'il y a déjà... Je veux dire, si on parle du réseau actuel, le niveau de contrôle et de prédiction est tellement bas que ce qui se fait dans les laboratoires depuis 20 ou 30 ans est suffisant déjà pour faire un grand saut. Je pense dans le confort des clients, on aura certainement des choses qui seront intéressantes. Parce que je veux dire, actuellement, j'exagère un peu, Siri allume la lumière, Siri raconte-moi une image, l'IA va nous accompagner là-dedans pour le confort du client. Je veux dire, actuellement, il aura besoin d'avoir, si on prend, il doit avoir certainement 6 interfaces, 3 applications différentes pour aller régler son PV, voir ce qui se passe sur tel endroit, dire que sa véhicule, il part le lendemain, plutôt que dans un moment, on aura juste un service que, je sais pas quoi, si jamais demain je pars à 8 heures et je prends ma voiture pour 100 km, et le système s'occupe tout seul. Donc là-dedans, oui, je pense qu'il y a un espèce de système de confort et d'intégration qui va se faire, mais je pense qu'on a besoin de place où les données et l'intégration des systèmes est suffisamment bien pour que les acteurs tels que ceux-là puissent s'implémenter et rendre le confort des gens plus conséquent. Très bien. Une première question ou une première réaction qui viendrait du public? Oui, monsieur, on va vous amener un micro, sauf erreur. Oui. On entend volontiers juste votre nom et votre question.
Oui, Jean-Daniel, bonjour. J'ai bien compris la problématique de la gestion du réseau, un smart grid, ça c'est indispensable. Vous avez beaucoup parlé des pics de production, de la gestion, mais vous avez en aucun moment parlé, je ne sais pas si c'est volontaire, des solutions comment on appelle ça, de stockage temporaire, qui soit, il y a le pompage turbinage, il y a le masse, il y a l'électrique, enfin il y a différentes solutions qui permettraient probablement de lisser les pics sans avoir besoin d'une gestion trop poussée. Alors je ne sais pas si c'est hors thème ou si c'est pris en compte dans toute cette gestion. Ça peut être considéré dans le thème. Pourquoi pas davantage de stockage et moins de pilotage? Qui veut réagir à ça? Pierre? Je pense que quand on parle de contrôle, on parle de contrôle de tout. On ne peut pas contrôler des panneaux solaires. La météo, on ne la contrôle pas. On peut contrôler quand est-ce qu'une pompe à chaleur produit. Parce que finalement, vous avez un stockage qui est tout simplement votre tampon d'eau chaude sanitaire, voire un tampon de chauffage. On peut rajouter une batterie, c'est un tampon. Vous pouvez contrôler quand vous chargez votre véhicule électrique. Donc on a beaucoup parlé de flexibilité et de contrôle, mais sous-jacent, ça vient parler de stockage. Et oui, le stockage sous forme de batterie, c'est quand vous chargez votre véhicule électrique, vous déchargez votre véhicule électrique. On pourrait rajouter des batteries supplémentaires. Pour l'instant, le marché fait que les différences de coût d'énergie, ce n'est pas très rentable. Peut-être qu'un jour, les coûts des batteries va suffisamment tomber pour que ça le devienne plus. Mais l'important, c'est d'être capable de contrôler ces appareils d'une manière optimale. Est-ce que ça fait réagir quelqu'un d'autre? Denis? Oui. Le propriétaire peut installer une batterie. C'est une solution qui est assez onéreuse, mais qui est intéressante. Cette batterie, elle sera utile au réseau que si elle coupe la pointe. Si elle est pleine à 10 heures le matin, elle sera moins intéressante parce que la pointe sera là. Mais disons, la batterie est une solution pour couper les pointes, oui. Ok. Gaël, très rapidement. Merci. Donc, nous, on a un peu évalué en fait la possibilité de mettre des batteries dans notre réseau. Donc, on a vu déjà que c'était très cher. On ne trouve rien en dessous du million de francs suisses, en tout cas pour aider le réseau. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'on pense qu'une batterie, on la charge pour la décharger. Mais on la charge lentement pour la décharger justement à des vitesses qui sont quand même assez élevées. Et puis, on se retrouve en fait avec des problèmes de composants électroniques qui ne sont pas dimensionnés ou qui n'existent clairement pas encore pour justement injecter des quantités énormes d'énergie rapidement dans le réseau. Donc en fait, la solution des batteries, c'est pas que les GRD ne sont pas intéressés, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est plus abordable pour un particulier que pour un gestionnaire de réseau. En fait. Intéressant. Une autre question ou une autre remarque? Oui, ici. On vous amène le micro. Merci. Serge Moulin, merci pour vos exposés. La question, je rebondis sur la question précédente. On ne réfléchit pas au stockage. En fait, là, vous répondez comme quoi le stockage fait partie de la gestion. Parlez bien dans le micro, pardon, parce qu'on ne vous entend pas bien. Oui. Bien dans le micro, le micro pose la bouche. Bon. Très bien. Ouais, d'accord. Peut-être. Ouais. Ah, il faut peut-être une voix de dame. Il faut vraiment une voix de dame. Je crois que vous le tenez sur l'antenne, c'est pour ça. Si vous le tenez plus haut, voilà, je crois que c'est ça. Voilà. On vous écoute. Excusez-moi. Alors, je reviens sur ce stockage. L'évolution dans les prochaines années, on va devoir y réfléchir à ces formes de stockage. On a parlé de décentralisation tout à l'heure, et moi, j'imagine qu'on pourrait envisager des petites centrales solaires décentralisées avec un système de stockage et une gestion qui serait remise dans le réseau, mais de manière optimale. Alors, je pense au stockage de l'hydrogène. J'ai vu des courbes là, une des courbes qui montrait la courbe de la pile à hydrogène, qui est très faible, mais qui va en augmentant. Mais il n'y a pas que l'hydrogène. Il y a les problèmes de masse, par exemple. On pourrait imaginer des masses qu'on fait monter avec le surplus de courant et redescendre quand il est nécessaire. Enfin, c'est à réfléchir. Mais il me semble qu'on est trop fixé
sur ce qui existe maintenant et on n'imagine pas ce qui peut se développer. Voilà. Compris. Anna Nazaré, est-ce que vous voulez réagir à ça? C'est vrai qu'on a été éduqués en Suisse à cette idée des barrages qui nous servent à stocker et donc de notre réseau qui fonctionne grâce à cette grosse capacité de stockage. Et donc notre réflexe, il est de dire stockons davantage. Si vous avez des problèmes de réseau, vous avez qu'à stocker davantage. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de limites que ça avec le stockage? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on en fasse davantage? Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais à niveau de stockage, aujourd'hui, comme mon collègue avait dit déjà, les batteries sont trop chères. Et à niveau technique aussi, ce n'est pas les solutions la plus idéale pour le réseau. Après, par exemple, pour l'hydrogène, le problème de stocker l'énergie avec l'hydrogène, c'est qu'on perd aussi beaucoup d'énergie quand on fait l'inverse. On vient de l'hydrogène pour avoir de nouveau l'énergie. Et je pense qu'il y a beaucoup de différentes choses qui doivent continuer à être développées. On fait des projets pilotes pour faire des tests. On a un projet pilote avec une grande batterie dans un quartier pour vérifier si on arrive quand même à contrôler les pics et si nous fait aider à diminuer les investissements au niveau du réseau. Et on voit que ce n'est pas difficile de la contrôler et c'est difficile de trouver des solutions qui sont constantes pendant le temps. Très bien. Une autre question ou une autre remarque? Oui. Voilà, on vous écoute. Merci, Karnal Cédric. Juste par rapport à Groupé et puis tout ce qu'est le thème des voitures électriques, on doit trouver des solutions aux pointes que les GRD créent eux-mêmes. Parce que moi, je peux charger ma voiture chez Groupé qu'à 21h, je dois attendre qu'il y ait du bas tarif. Donc, si vous passiez au tarif unique, par exemple, comme le voisin bernois, je pense que moi, je suis souvent en télétravail et tout, je pourrais charger ma voiture à midi, quand il y a beaucoup trop de photovoltaïque. Ça, c'est des solutions simples. Et juste peut-être une deuxième remarque sur les grands consommateurs. Il y en a un qu'on oublie. On parle des voitures électriques, les pompes à chaleur. On oublie les énormes data centers, toute cette digitalisation. C'est énorme. On a des cantons, l'Argovie, Zurich et le canton de Vaud, qui arrivent bientôt plus à suivre avec les demandes de data centers. Je crois qu'on oublie ce gros consommateur. On veut tout mettre la faute sur les voitures électriques, les pompes à chaleur. Mais tout ce qui est streaming, digitalisation et tout, il ne faudrait pas l'oublier dans les gros consommateurs. Je vous fais réagir, Denis, d'abord sur les gros consommateurs, la digitalisation, puis après on vous écoutera sur le tarif dynamique. Est-ce que, parce que ça peut être effectivement une sensation de conducteur de voiture électrique ou de ménage privé, qu'à de dire oui mais bon, moi j'ai pas besoin qu'on me flexibilise ou j'ai pas besoin de faire d'efforts, on n'a pas besoin de changer quelque chose chez moi parce que je suis pas un gros consommateur. Au niveau de la Suisse, est-ce que les ménages c'est dérisoire ou non? Quelle est la part? Est-ce que c'est d'abord par exemple au data center de faire quelque chose? Non, chaque acteur participe à la problématique et à la solution. Donc la flexibilité est une solution intéressante qui donne un incentive aux clients contre rémunération de dire voilà, bon, ben, on peut te diminuer ta facture et tu fais un effort ou tu peux décaler ta charge. Il n'y a pas que les gros consommateurs. Tout le monde y participe et chaque participant est important à la solution. Si chacun pousse la faute sur l'autre ou pousse la solution sur l'autre, on va pas y arriver. Mais la proportion, vous pouvez nous donner des idées globales de la proportion des ménages par rapport aux gros consommateurs industriels, par exemple? Je connais pas les chiffres par cœur, malheureusement. D'accord. On les trouve, hein, mais... Chez Groupé ou l'exemple de Yverdon, les gros consommateurs industriels versus les ménages, qu'est-ce que vous auriez à dire? Alors écoutez, on a 20 000 clients en fait, et puis sur ces 20 000 clients, on a 150 consommateurs qui sont dans le marché libre, ça veut dire qu'ils consomment plus de 100 MWh par année. Voilà, donc on voit la proportion pour la deuxième ville du canton de Vaud, 20 000 clients d'un côté et puis une centaine de l'autre côté. Mais en énergie, parce que vu qu'ils consomment beaucoup, ça peut être un pourcentage élevé. élevé. Je voulais en venir, c'est qu'en fait, ces 150 clients représentent quand même en bon 30% de notre consommation totale.
D'accord, donc c'est essentiel d'agir aussi là-dessus. Ouais. Mais la majorité, ça reste les ménages. Et la première question, c'était sur le tarif dynamique, de dire est-ce qu'il n'y a pas un effet inverse au tarif dynamique qui crée des pics, parce que quand c'est sexy de recharger ou de consommer, on va tous vouloir le faire en même temps. La question, c'est que la tarif dynamique nous va permettre de prévoir qu'est-ce qui va se passer le jour de demain. Et on sait que les consommateurs ont des tendances qu'on fait avec l'intelligence artificielle. On sait qu'il y a des tendances. Et quand on fait la prévision de la courbe, on a une grande certitude, on peut dire comme ça, qui nous va aider à contrôler les pics. C'est ça le grand objectif. C'est vraiment couper les pics. Parce que la consommation, elle va être là. On peut dire décaler les valeurs de façon à ne pas avoir des points qui vont nous dégrader le réseau. J'ai une question là-dessus pour, ça tombe bien, Pierre et Pascal. Le fait que le ménage privé se transforme en trader en énergie, c'est-à-dire qu'il a intérêt à savoir à la minute près quand est-ce qu'il doit consommer et de jouer avec le cours de l'énergie. Comment est-ce que ça va se faire, ça, concrètement? Parce qu'on ne va pas avec le téléphone au boulot vérifier minute par minute quel est le prix de l'électricité et piloter le lave-linge à distance. Donc, qu'est-ce qu'il y aura comme outil à disposition du ménage pour faire ce trading sans que ça nous prenne toute la journée? J'ose peut-être venir juste avant. D'accord, si vous répondez après, oui. Juste pour revenir, il y a un problème entre l'énergie et le réseau. Et ça, je pense qu'il faut bien le comprendre. C'est-à-dire, finalement, si on réduit la consommation du data center, si tout le monde arrive dans un quartier, branche sa voiture électrique et tire à fond au même moment, la tension va chuter, le réseau va tomber, et c'est pas parce qu'on a réglé le problème de l'énergie globale qu'on a réglé le problème du réseau. Et ça, je pense qu'il faut comprendre qu'une des grosses problématiques qu'on parle aujourd'hui, c'est le réseau. C'est le fait que le réseau doit être capable, jusque dans la basse tension, de gérer la variation énorme qu'on a de la consommation. Beaucoup plus de consommation dans la basse tension. La haute tension, elle n'a pas de problème, on a très peu de problèmes. En résumé, c'est plutôt sur la région de la basse tension qu'on a un problème, d'où le fait qu'on a besoin de rajouter de contrôle. Après, le contrôle et même les tarifs, je pense qu'il faut rester un petit peu... Je sais pas, je pense que les Suisses, on n'est peut-être pas super ultra-libéral au point d'arriver à un marché comme le Texas, où on a des tarifs tellement dynamiques qu'au moment où on a un crash du réseau, c'est-à-dire un blackout, il y a des gens qui commencent à se retrouver avec des pics de tarifs qui faisaient qu'ils recevaient des factures de 10 000 $ par mois, parce que finalement, ils étaient directement sous le prix du réseau, le prix de l'énergie, et qu'on arrive à ces points-là. Donc je pense qu'on aura quand même 2-3 règles de protection du consommateur final, et je pense que ça s'est vu, je veux dire, on n'a jamais libéralisé le tarif jusqu'au client final jusqu'à maintenant, il y a de la libéralisation qui va se faire un peu plus, mais d'arriver au point où on lâche le client final complètement d'une manière flexible, il y a aussi des risques, on le voit, je veux dire, l'énergie, elle peut être négative, positive, monter très très haut et très très bas à très peu de temps. Est-ce que les gens ont la capacité de suivre tout ça pour gagner quelques centimes à gauche à droite, ou peut-être perdre beaucoup si une fois ils n'ont pas fait attention? Je pense que c'est une erreur. Pascal, vous êtes d'accord avec ça? C'est la loi, la régulation en fait qui va empêcher de devoir être trader pour le ménage privé, ou c'est la technologie qui va lui permettre d'acheter au bon tarif et de couper toute l'électricité lorsqu'elle est trop chère? Je pense que c'est un peu les deux. Peut-être que je vais encore répondre à la question du tarif dynamique. Peut-être que ça répond aussi à cette question. Alors, dès que, par exemple, le tarif dynamique, c'est une information comme si contrôle de recharge intelligente, c'est nous qu'on reçoit cette information du dit après, quelle est la courbe économique, donc quel est le tarif. Et nous, on suit, comme contrôle intelligent, on suit cette courbe. Et donc, on contrôle dynamiquement les bornes de recharge. Et ça veut dire c'est pas qu'on les contrôle 0, 1. On fait un contrôle dynamique. Donc, ça veut dire qu'on les réduit un tout petit peu, peut-être 10-20%, dépendant de ce que le tarif dynamique nous a dit, quelle est l'option plus économique. Et donc, la voiture électrique, elle est quand même encore branchée, mais ça recharge un tout petit peu maintenant que le prix il est haut, et ça recharge beaucoup quand le prix il est bas, et on regarde ça. Ok, compris, très bien. Il y avait une question ici, ouais. Si.
Si, c'est bon. Oui, merci beaucoup. Mes collègues de la HESSO, j'ai passé 15 ans à la HESSO et ils se souviendront peut-être qu'il y a déjà, en 2011, on avait un Energissima avec un World Café et on parlait déjà de ces questions. Ça fait un bon bout de temps déjà, n'est-ce pas? Alors, vous direz tous que je suis un vétéran de l'énergie et qu'on ne peut rien faire. Mais il se trouve que chez nous, avec mon épouse Barbara, qui était aussi organisatrice de ce World Café en 2011, nous avons installé une batterie chez nous. Une batterie qui sera indépendante du réseau, qui nous permettra d'être aussi en autarcie complète, même en cas de panne du réseau, à un prix qui est à 1000 francs le kilowatt installé, donc 10 kilowatts installés. Maintenant, la question, c'est que est-ce qu'on a tenu compte du fait que les batteries de voiture, on dit qu'elles sont trop chères, les batteries, mais les batteries de voiture, elles sont aussi très chères. Et en fin de vie, qu'est-ce qu'on fait de ces batteries? Il y a des sociétés françaises qui les recyclent pour en faire des batteries, ou certainement pour en faire des batteries de stockage. Donc c'est des solutions qui existent et qui seraient peut-être utiles de considérer en Suisse. On les voit arriver en France, peut-être qu'en Suisse... Parlez bien dans le micro, Jean-Bernard. Peut-être qu'en Suisse, on ne tient pas assez compte non plus un autre point que j'aimerais soulever, c'est la question du comportement. Parce qu'on entend beaucoup parler de technologie, mais le comportement des utilisateurs finaux, il faut aussi les introduire dans l'équation. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais ça me paraît important d'aussi sonder l'opinion du public, d'introduire aussi les sciences sociales dans ces sciences technologiques très dures, sans tenir compte finalement des réactions au changement et des résistances au changement du système. Parce qu'injecter 50 milliards dans l'économie suisse, ça risque aussi de poser quelques petits problèmes. Et pour finir, on a parlé d'interopérabilité des réseaux. C'est vrai qu'il y a des solutions qui sont du power to gas, donc les piles à combustible, production d'hydrogène, et ça, c'est certainement une solution qu'il faudra développer à l'avenir, et c'est en plus des 50 milliards. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Il y a pas mal de questions en une seule question, mais peut-être sur la partie sciences sociales, c'était une de vos interventions, de dire est-ce qu'on a modélisé le comportement des consommatrices et consommateurs, est-ce qu'ils vont massivement acheter des batteries, et c'est un peu ce que vous nous disiez, Gaël, se passer du réseau, c'est ce qu'on fait déjà quand on a des panneaux solaires et qu'on fait de l'autoconsommation. Est-ce qu'on a modélisé ça? Est-ce qu'on a une idée de comment vont réagir les consommatrices et les consommateurs? Qui veut réagir? Oui, Gaël. Alors, c'est une très bonne question, merci. Alors, effectivement, je l'ai mis dans la présentation, on doit être le plus proche possible de nos clients, en fait. Donc ça, c'est très important. Maintenant, on est confronté à une simple problématique légale qui est la loi sur la protection des données. C'est-à-dire que la courbe de charge du compteur de M. Tartampion, cette donnée-là, elle appartient à M. Tartampion. Et puis tant que M. Tartampion, de manière consciente, ne signe pas une autorisation comme quoi on peut autoriser d'utiliser ces données, en fait, c'est problématique. Donc, Yverdon, les bains énergie, c'est 20 000 raccordements électriques, 3 500 raccordements eau, 3 600 raccordements gaz. Ça fait 27 000 points de connexion. Donc, ça fait 27 000 entités avec lesquelles on doit dealer en fait la donnée. Alors, on le fait un peu de manière, on va dire, complètement transparente, mais dans nos conditions générales de vente. Mais par contre, on n'est qu'au tiers du déploiement du smart metering. Donc à partir de 2028, fin 2027, quand on aura, on va dire, une remontée totale toutes les 15 minutes de tout notre réseau, là, on pourra vraiment commencer de manière fiable à modéliser des habitudes. Et puis c'est même une stratégie qu'on a. On parlait de digitalisation, d'Internet des objets. Le but, c'est quand même d'installer à court terme, d'ici 2-3 ans, un data lake en fait, qui regroupe toutes ces données qui sont protégées, avec lesquelles on peut justement modéliser des habitudes de consommation, piloter le réseau en fonction et aussi acheter l'énergie qu'il faut au moment où il faut. Très bien. Sur l'hydrogène, qui était aussi votre question, c'est de nouveau le stockage, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter là-dessus? Pierre. C'est difficile à dire parce qu'il y a beaucoup de points qui étaient là-dedans, pas toujours une question, pas toujours des questions non plus. Le stockage hivernal, c'est-à-dire été-hiver, c'est pas les batteries qui vont les faire et ça on le connaît. À part si une nouvelle technologie de batterie débarque pour avoir une densité d'énergie qui est multipliée par 1000, mais je crois qu'il n'y a rien qui est prévu pour l'instant qui devrait arriver dans les 10 prochaines années, on aura besoin d'autre chose pour le faire. Et cette partie-là aussi, elle est liée aussi à l'indépendance énergétique des maisons. C'est-à-dire, si vous calculez pour rendre une maison autonome du réseau,
le coût, il va faire que c'est peut-être possible pour un chalet que vous chauffez au bois et que vous faites la cuisine au gaz, mais si vous voulez avoir une pompe à chaleur, un véhicule électrique ou 2 véhicules électriques et avoir une indépendance énergétique tout seul avec vos panneaux solaires, ça ne va pas être simple. Ça va vous coûter vraiment une fortune et qui est absurde. On a des infrastructures qui ont été développées par des générations pour avoir un réseau électrique. Ça serait absurde de se dire maintenant chacun se met dans son bunker tout seul à ne pas voir les échanger. Or oui, il y a des technologies qui vont naître. Le développement de l'hydrogène et du port au gaz sur le stockage été-hiver, exactement quand il va débarquer, à quelle taille, à quelles conséquences, c'est difficile à dire, surtout qu'on va dépendre aussi beaucoup de ce qui va bouger dans les marchés européens, parce que finalement, on n'est pas non plus seul en Suisse, et puis ça serait aussi absurde de faire notre bunker suisse au milieu de l'Europe, sachant que nos partenaires à côté ont aussi des solutions pour nous les offrir. Très bien, merci beaucoup. Il va rester à peine 5 minutes, donc on prend encore une question de monsieur. En fait, j'aurais 3 questions. Peut-être qu'on en choisira 2 parmi vos 3 questions, mais on vous écoute. Concrètement, concernant le tarif Vario, est-ce que c'est déjà prévu à quelle date il sera introduit? Est-ce qu'il sera introduit pour toutes les gammes de puissance? Et puis, est-ce que ça s'est aussi pensé pour la reprise d'énergie? Est-ce qu'il y aura aussi un tarif variable pour la reprise d'énergie, donc de photovoltaïque? Très bien. Alors, la question est simple. Anna Nazaré. Alors, la tarif Vario, elle est déjà disponible pour nos clients qui ont des smart meters installés. Elle a été mise en place à partir du 1er janvier 2024. Et des smart meters sont installés chez toutes sortes de clients, toutes sortes de consommateurs. Aujourd'hui, on installe des smart meters partout. La loi nous oblige à le faire. On est dans le rollout. On a déjà installé, je pense, 50 000. Alors, on va arriver jusqu'à tous nos clients. Et on est en cours de route pour le faire. Et tous les clients, ils vont avoir la possibilité d'avoir le smart meter. Ça c'est la loi qui l'oblige. Après, la tarif Vario, elle était prévue pour les clients, pour les petits clients. Elle n'était pas prévue pour les grands clients. Mais les grands clients, ils ont déjà des contrats spécifiques tarifaires avec nous parce que les grands clients, ils peuvent acheter de l'énergie dans le marché. Le marché il est ouvert pour les grands clients. Alors, nous, on fait des contrats avec les clients avec des tarifs dédiés à chaque client. Oui, ça c'est pour l'achat. Et pour la revente, la question c'était est-ce qu'il y a un tarif variable aussi à la revente, par exemple solaire? Pour la vente d'énergie, je pense que ça va venir difficile parce que la grande production photovoltaïque, elle le fait pendant l'été. Et tout le monde va produire. Et c'est déjà aujourd'hui dans toute l'Europe que le prix de l'énergie il est négatif à quelques moments. Et si avant c'était seulement pendant l'été, maintenant, comme je vais vous montrer, on est au début du printemps, on a déjà cette situation dans notre petit réseau groupé. On refoule de l'énergie dans les autres réseaux. Alors je pense que l'énergie, elle va fluctuer beaucoup, les prix. Ça, c'est mon sentiment. Et pendant l'été, peut-être, on va rien payer pour l'énergie qui est produite par les clients. Et l'hiver, oui. Je pense qu'il va y avoir des tarifaires variables pendant l'année pour aussi l'achat de l'énergie. Parce qu'on n'a pas de choix. On va avoir trop d'énergie l'été. Mais si je vous entends bien, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour le producteur, pour le ménage qui produit l'énergie, le tarif variable de rachat. Parce que lui, il produit a priori quand il fait beau. Moi, je ne sais pas exactement qu'est-ce que la Confédération va décider pour les prix de rachat. Okay. Aujourd'hui, on a un prix qui est défini. Les GRD, ils annoncent ces prix. Le futur dira, je dis comme ça. Denis, est-ce que vous avez des éléments à nous donner là-dessus? Non, disons... est-ce qu'il y a un tarif réseau pour l'injection? Je ne pense pas. Il faut pas confondre le prix de l'énergie. Donc le prix de l'énergie en été, le 21 juin à midi, sera très très bas parce qu'il y a une forte offre et il y a une demande qui est assez basse. Par contre, le tarif réseau, je ne crois pas qu'il ne s'applique pour l'injection de l'énergie sur le réseau. Donc le tarif Vario vaut pour la consommation, mais pas pour la production. Et il n'y a pas des plans... Ou c'est une erreur. La production, c'est une valeur constante. Compris. Très bien. Excellent. C'était la dernière question comme promis, donc je vous propose qu'on les applaudisse. Merci beaucoup.